Il y a deux grandes approches en philo morale, l'essentialisme et l'existentialisme. Alors j'ai écrit dans un article l'an dernier pourquoi l'essentialisme c'était de la merde en morale, mais je vais quand même vous exposer c'est quoi l'essentialisme. L'essentialisme en fait consiste à dire que une chose ou une personne elle est ce qu'elle est par définition en amont. En fait, on a tous une naissance, c'est notre nature profonde, c'est immuable. Donc si c'est immuable, on ne peut pas le changer. Alors, une approche essentialiste, un être humain, on pourrait dire un être humain, son essence c'est d'être un humain, puis c'est tout, puis tout le reste, il peut le définir comme il veut. C'est une manière essentialiste vraiment minimale. C'est la science, je veux dire la biologie, l'idée c'est quand même de trouver des caractéristiques communes au truc, de faire des catégories, et donc à ce moment-là, on identifie des caractéristiques immuables qui font que un oiseau, c'est quoi un oiseau? C'est un truc qui a un bec, qui a des ailes, donc c'est des caractéristiques grosso modo immuables, communes à tous les oiseaux. Voilà. Alors, quand on va dans le détail, on se rend compte que c'est un peu plus complexe que ça, mais l'idée d'une approche essentialiste, c'est pouvoir catégoriser selon des trucs immuables, ça ne bouge pas, ça reste comme ça. Alors déjà, chez les premiers essentialistes, donc Aristote il est plutôt essentialiste, il va dire qu'il y a une essence, mais en fait il va distinguer la puissance et l'acte. Il va distinguer le potentiel et l'actualisation de ce potentiel. C'est-à-dire que, c'est quoi la différence entre la puissance et l'acte? C'est, si j'ai envie de frapper quelqu'un, je ne le fais pas, potentiellement je pourrais le frapper, j'ai ce potentiel en moi, en puissance je suis capable de le frapper, c'est pas pour autant que j'actualise ce potentiel, c'est pas pour autant que je passe à l'acte. La différence entre puissance et acte, elle permet de comprendre déjà en partie ce qu'est l'existentialisme. Elle préfigure l'existentialisme, c'est-à-dire que l'existentialisme, il nous dit quoi? Il nous dit on a tous les potentiels en morale. L'essentialisme nous dit on a une nature commune immuable, en morale ici, l'essentialisme moral nous dirait on a une nature commune immuable en morale. Par exemple, un essentialisme nous dirait on est tous bons par nature ou on est tous mauvais par nature. Il y a des essentialismes qui nous disent ça. Vous prenez Rousseau, il pense plus volontiers qu'on est bon par nature. Vous prenez Thomas Hobbes, il a plutôt tendance à penser qu'on est mauvais par nature et donc qu'il faut cadrer l'être humain. D'accord? Et donc, l'idée de l'existentialisme, c'est qu'on est à la fois bon ou mauvais par nature. On a tous les potentiels, mais on ne les met pas nécessairement tous en acte. Je peux agir bien, je peux agir mal. Je ne les mets pas nécessairement en acte. Donc cette distinction puissance-acte, elle est très importante. Alors, Heidegger, Martin Heidegger, philosophe du XXe, fin XIXe, début XXe, moitié du XXe. Il distingue l'être et l'étant. Donc Heidegger, il a écrit un ouvrage qui s'appelle Être et temps, alors temps T-E-M-P-S. C'est un ouvrage complètement indigeste. C'est traduit de l'allemand et donc il y a des mots qui sont quasiment intraductibles en français, donc ça doit être traduit avec des tirets. C'est très difficile de lire Heidegger, et donc je vous propose uniquement de nous focaliser sur un ou deux concepts chez Heidegger. Donc Heidegger, en fait, il distingue l'être et l'étant. Il nous dit, pendant très longtemps, on s'est focalisé juste sur l'étude des étangs. Les étangs, c'est les choses qui sont. C'est, par exemple, une chaise, c'est quelque chose qui est. Une chaise, elle existe.
Et donc, c'est un étang. Moi, un être humain, je suis un étang. C'est ça qui est compliqué. Je dis que je suis un être humain, en fait, je suis un étang. Selon la définition d'Heidegger, je suis un truc qui existe. Tous les trucs qui existent, ce sont des étangs. Et donc, même des trucs immatériels. Si je considère que Dieu existe, ben Dieu, c'est un espèce d'étang. C'est un étang particulier qui est peut-être immatériel. Et voilà. Donc, on n'a fait qu'étudier les étangs, mais on n'a pas étudié ce qui fait que les étangs y sont. On n'a pas étudié l'être en tant qu'être. On n'a pas étudié l'existence. En fait, la différence entre être et étang, c'est la même chose que la différence entre l'existence et quelque chose qui existe. Une chose qui existe, bah, cette chaise, elle existe, mais l'existence même de la chaise, l'existence qu'il y a dans cette chaise, je n'en parle pas. Le fait d'exister. Ou entre la vie et le vivant. Là, c'est plus généralement, je trouve, l'analogie est plus parlante. C'est pas parce que je parle de quelque chose qui vit en particulier, par exemple, je parle d'un chat ou je parle d'une plante, que je parle de la vie en tant que telle, c'est-à-dire de ce qui se déploie dans les vivants. Vous voyez la différence? Qu'est-ce que la vie, en fait? C'est ce que se pose Heidegger comme question. C'est quoi la vie? On peut parler des vivants, on peut parler de plein de vivants. Mais la vie en tant que telle, c'est quoi? C'est quoi ce truc, cette existence, en fait? C'est pas un contenu. C'est pas quelque chose qui existe en tant que tel, pour Heidegger, c'est l'existence. Et donc, Heidegger, son tour de force et qui va marquer les philosophes après lui, ça va être justement de concevoir que l'existence, ça ne se conçoit que dans la temporalité. En fait, il se dit, je vais quand même prendre un étang particulier. Un étang particulier, c'est l'humain. Et il va l'appeler le Dasein. Le Dasein, c'est l'être là, en allemand. L'être là, où ça se traduit aussi l'être pour la mort. En fait, il va dire, ben, qu'est-ce qui caractérise un humain? Ben, c'est d'aller vers la mort. Et c'est aller vers la mort, ce n'est pas un état, c'est un processus. C'est en fait l'idée, finalement, en gros, ça veut dire quoi? Ça veut dire l'existence, c'est quelque chose de temporel. C'est quelque chose qui se joue de manière dynamique, voilà, c'est pas juste à un moment donné, tu es un truc et c'est donné une fois pour toutes. C'est l'existence, c'est quelque chose de temporel. En l'occurrence, le Dasein, cet étang que nous sommes, cet étang particulier que nous sommes, c'est l'être humain, eh bien, il va vers la mort, c'est un être pour la mort. Et c'est en fonction de ça, il peut se définir par son projet, va nous dire Heidegger. Alors Heidegger, lui, il ne se positionne pas sur le point de vue de la philomorale, il se positionne sur le point de vue de l'ontologie, sur l'étude de l'être. Il va du coup essayer d'analyser l'existentialité, le fait d'exister. C'est quoi le fait d'exister? C'est quoi exister? Et non les existences particulières. Maintenant, comme je vous ai dit les fois précédentes, je vous l'ai préfiguré, en tout cas, Heidegger, sa pensée a dévié plutôt deux fois qu'une. Il a manifesté du soutien envers le Troisième Reich, et du coup, son œuvre est problématique. Les choses qu'il a développées sont propices à un positionnement nazi. Donc, comme quoi sa pensée serait intrinsèquement problématique. Il y a d'autres philosophes qui disent, ben non, on peut distinguer la pensée Heidegger, et notamment sa pensée sur la temporalité du Dasein, de ses retombées en termes d'adhésion à un système totalitaire, et notamment au nazisme. D'accord? Mais voilà, je ne peux pas vous présenter la pensée d'Heidegger sans vous parler aussi de cette tension autour de l'homme. Vous verrez que Hannah Arendt, Hans Jonas,
ou même Jean-Paul Sartre, mais Hannah Arendt et Hans Jonas ont été directement étudiants d'Heidegger. Et pourtant s'en sont distanciés très fort. Sartre, la pensée de Sartre, quand vous lisez L'être et le néant, en fait, c'est être étant, mais appliqué à la philomorale. En fait, c'est très 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 inspiré d'Heidegger. Et en même temps, Sartre, je ne pense pas qu'il était pour le Troisième Reich. Voilà. Et donc Sartre, justement, et on entre plus en plus dans la pratique, dans la philomorale, puisqu'on reste dans un niveau très conceptuel avec Heidegger et Aristote. Puis avec Sartre, en fait, Sartre, je vous ai dit, c'est l'auteur de la phrase « l'existence précède l'essence ». Ça veut dire quoi? Ça veut dire que par nos actes, nous pouvons nous définir nous-mêmes. Par notre existence, notre temporalité, eh bien, nous posons qui nous sommes. Et Sartre, il va dire, on est défini qu'une fois qu'on est mort, en fait. C'est prenez la totalité de mon histoire et vous saurez qui je suis. Mais tant que je suis vivant, demain, je pourrais être quelqu'un d'autre. Et donc, c'est pas parce que hier, entre guillemets, j'ai mal agi, on pourra interroger ce que veut dire mal agir, que demain, j'agirai mal. Je peux me définir par moi-même, moralement en tout cas. Il va nous dire que notre humanité, elle est pure indétermination, elle est marquée de contingence. Contingence et indétermination, c'est la même chose. Contingence, ça veut dire que ça peut être tout. On a tous les potentiels en termes moraux. Je peux faire le bien, je peux faire le mal. Je peux me définir moralement. Sartre, d'ailleurs, n'aime pas la réification. Alors Sartre, c'est marrant parce que une des limites de sa pensée, d'ailleurs, Sartre a failli avoir le prix Nobel. On lui a proposé et il a dit non, je ne veux pas le prix Nobel. Pourquoi? Si on veut cohérence sartrienne, c'est je ne veux pas être réduit à l'homme qui a reçu le prix Nobel avec des tirets, comme si c'était mon essence. Et puis finalement, moi j'en parle comme l'homme qui a refusé le prix Nobel. Je le réifie à une partie de son existence finalement. Il pense que l'être humain a à se décider. Je décide en tout cas de mon identité d'un point de vue moral. Et donc l'existence précède l'essence, c'est juste ça que ça veut dire. On a tous les potentiels au niveau moral et on les traduit en actes. Et par cette traduction en actes, eh bien, je me définis au fur et à mesure. Et je serai défini à ma mort. Alors, je différencie la philo de Sartre d'une philo du self-made man. On pourrait dire, du coup, voilà, 50 Cent, get rich or die trying. Voilà, c'est en gros, fais-toi tout seul, construis-toi. Sauf que cette philo-là, entre guillemets, cette philosophie de vie, on pourrait dire, elle est quand même marquée d'un certain nombre de normes qui nous disent, voilà comment, finalement, tu dois être pour avoir réussi. D'ailleurs, la traduction française du film Get Rich or Die Trying, c'est réussir ou mourir, quoi. Donc, réussir avec un certain nombre de sous-entendus par rapport à ce qu'est la réussite. Et donc, ça ne veut pas dire, justement, Sartre, c'était pas le gars à dire, voilà, en fait, ce qu'il faut, c'est avoir une belle bagnole, une belle baraque, avoir une famille comme cela, et tchic et tchac. Non, en fait, c'est tout sauf ça, Sartre. C'est justement, ne nous réduisons pas à nos possessions, ne nous réduisons pas à une étiquette qu'on nous colle de l'extérieur ou des trucs comme ça. C'est être par soi-même plutôt que ce qu'on nous dit d'être. Et demain, je peux être différent. Et alors, c'est intéressant. Sartre, je vous avais dit lors d'un cours précédent, donc il était avec Simone de Beauvoir, figure emblématique dans le monde intellectuel français et dans notamment figure du féminisme, Simone de Beauvoir. Et il faut savoir par exemple que dans leur couple, c'était un couple libre en gros. Ils avaient un contrat entre eux. Et en gros, voilà, donc c'est intéressant comment même dans leur couple, ils vivaient l'existentialisme finalement.
finalement, la liberté dans le couple Sartre de Beauvoir, elle est vraiment prédominante, elle est partout, quoi. C'est nous définissons, et donc nous posons le choix, donc on a un contrat entre nous, on fait ce choix, et en même temps, on garde une zone de liberté. Donc, assez emblématique du fonctionnement du couple et des deux parties. Et donc, c'est quand de Beauvoir écrit à propos de l'existentialisme de Sartre, on sait qu'elle a eu une influence prépondérante sur la vision de Sartre, et vice-versa. C'est vraiment un couple de penseurs qui se sont influencés mutuellement. Et donc Arendt, en fait, elle s'inscrit dans la lignée existentialiste. Arendt, c'est une philosophe, donc je vous ai dit, elle a été étudiante d'Heidegger, elle a été son amante également, et elle s'interroge sur le cas de Adolf Eichmann. Elle est amenée à le couvrir pour le New Yorker, c'est un journal. Et elle y va, en tout cas c'est ce qu'elle raconte, elle y va en se disant je vais trouver en face de moi un monstre. Finalement, le mal tel qu'on nous le raconte dans les fables, c'est Freezer, quoi. C'est le big boss, c'est le méchant, quoi. Evil, quoi, c'est le diable. Et puis, elle arrive au procès, et plus elle le voit, et plus elle se remet en question, donc en tout cas en fonction de ce qu'elle raconte, elle dit mais en fait le mec il n'a même pas de haine. Il n'a pas de haine envers les juifs. Le gars, donc Adolf Eichmann, en fait, il a contribué de manière très active à la déportation de milliers de personnes dans les camps de la mort. Donc il est jugé pour ces crimes-là. Et c'est un procès qui est tardif. Justement, un des enjeux d'Arendt dans le procès Eichmann, c'est un procès plus à froid. Et donc, potentiellement, on peut réfléchir aux implications philosophiques. Donc, procès en 61, voilà. Et donc, elle constate, le gars avait a priori pas de haine envers les juifs, malgré ce qu'il a fait. C'était pas un grand idéologue, c'était pas une tête pensante déjà. C'était plus quelqu'un qui récitait les dogmes. Voilà, en fait, il fallait le faire parce que le chef l'a dit, parce que c'était comme ça, parce que... donc il récitait l'idéologie, mais c'était pas quelqu'un qui était fermement convaincu, selon Arendt, du bien fondé des actes, en fait. Donc il n'avait pas de haine, il n'avait pas de motif. Hein, c'était pas non plus le mec, il n'avait pas le meilleure place dans le système. En gros, Eichmann, c'était un médiocre. Et c'est ça qu'elle va appeler la banalité du mal. C'est pas les actes commis c'est pas l'acte commis qui est banal, c'est la personne qui les commet. C'est une personne normale. C'est une personne qui n'a pas de haine, qui n'a pas de motif, qui, dans ce cas, peut-être n'a fait que suivre les ordres, en tout cas c'est ce qu'il dit. Et donc quand Arendt dit Eichmann, alors parfois elle dit c'est dans le vide de pensée que s'inscrit le mal. Elle ne dit pas que Eichmann n'est pas calculateur, parce que Eichmann, quand on voit le procès d'ailleurs, on voit les images du procès, c'est quelqu'un qui est cohérent, qui a une certaine cohérence, c'est quelqu'un qui calcule, c'est quelqu'un qui raisonne, c'est quelqu'un qui argumente d'une certaine manière. Elle ne dit pas ça. En fait, elle parle d'une pensée morale. Elle parle de l'absence d'une pensée morale, d'une pensée sur qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal. Elle dit, Eichmann, c'est quelqu'un qui a arrêté de penser. Ce n'est pas quelqu'un qui a arrêté de calculer, d'être stratège, de savoir faire 1 plus 1. C'est quelqu'un qui a arrêté d'exercer son jugement moral, qui n'a pas exercé son jugement moral. Et c'est ça la banalité du mal. Finalement, en quoi c'est existentialiste ? En fait, donc je vous ai dit, elle a été étudiante d'Heidegger, et l'existentialisme, elle est dans un courant existentialiste, puisque finalement elle nous dit n'importe qui peut être un ange ou un démon. Dans la pensée commune,
dans les contes de fées, eh bien, il y a les gentils et les méchants. Et par nature, on est gentil ou on est méchant. Hein, voilà. Et en même temps, l'idée d'Arendt, c'est que tous on est des diables ou des démons en puissance. Et que c'est lorsque nous n'exerçons pas notre sens moral que nous pouvons commettre des actes atroces. Ce ne sont pas les actes qui ont le statut de banalité, c'est la personne qui les commet. Les personnes ordinaires, l'ordinarité du mal, on aurait pu dire. Malheureusement, des personnes ordinaires peuvent commettre des actes moraux extraordinairement mauvais. Et donc justement, ce qui est intéressant avec Arendt, c'est aussi qu'elle donne une piste de solution finalement. C'est-à-dire que pour quelqu'un comme Arendt, puisque on peut tous commettre le mal, on peut aussi tous commettre le bien, et du coup, on peut développer des habitudes. Le fait d'être bon ou mauvais, c'est pas tant le fait d'être défini bon ou mauvais en amont, c'est pas le temps d'avoir une bonne ou une mauvaise nature, mais c'est le fait d'exercer son habitude, d'avoir une habitude de jugement moral. Et donc c'est au plus finalement je travaille ma moralité, au plus potentiellement je peux être moral. Mais c'est jamais acquis une fois pour toutes. Et on pourrait, je pense, en tout cas moi c'est le parallèle que je fais le parallèle avec ce qu'on entend par esprit critique en éducation média. Pour moi, l'esprit critique peut s'entraîner, et en même temps, ce n'est pas pour autant que demain, je vais appliquer mon esprit critique dans une situation donnée. En gros, je peux me faire avoir par la dernière fake news du coin. Mais par contre, peut-être qu'en prenant cette habitude, ces routines de pensée, par exemple, eh bien, je vais potentiellement être mieux outillé pour l'exercer demain. Ça, c'est ce que je crois. Alors, il y a des reproches qui sont faits à Arendt. Alors, c'est intéressant parce que cette année, on a discuté, Baptiste Campion et moi, sur justement l'application de la pensée d'Arendt à Eichmann. Il y a beaucoup de personnes qui lui reprochent, Baptiste est plus nuancé que ça, qui reproche à Arendt justement d'avoir choisi la mauvaise personne pour développer sa théorie. C'est-à-dire qu'Eichmann, justement, c'était quand même un décisionnaire, c'était quand même un grand responsable. Et donc, lui mettre l'étiquette du médiocre, ça colle pas totalement au personnage. En fait, c'est un reproche qui lui est fait. Et donc, pour des tenants plus modérés d'Arendt, on va dire sa pensée s'applique mieux à monsieur et madame tout le monde qu'à un grand décisionnaire. Et en même temps, il y a des reproches qui lui sont faits qui pour moi sont infondés. Donc, je vous ai dit par exemple ceux qui disent oui mais non, mais Eichmann était quand même calculateur et du coup il ne faut pas dire qu'il ne pensait pas. Il faut bien comprendre Arendt. Arendt, elle distingue la pensée analytique, théorique, mathématique, scientifique, etc., de la pensée morale. Et donc quand Arendt parle du vide de pensée, elle parle d'une pensée morale. En gros, c'est se questionner sur le bien et le mal. D'un tableau très large, mais je pense que chez une penseur comme Arendt, on peut aller plus dans le détail sur qu'est-ce qui permettrait, du coup, en termes de citoyenneté, d'éducation citoyenne ou d'éducation humaine, hein, tout simplement, de permettre aux gens de mieux développer leur sens moral. Maintenant, voilà, dans une première approximation, en tout cas, et c'est juste ce que je vous demande de retenir, c'est il ne s'est pas trop demandé si c'était bien ou mal ce qu'il faisait. Voilà, c'est ce qu'elle nous dit. Et donc, vous parlez d'Hans Jonas. Donc, Hans Jonas, également penseur juif allemand. Donc, Arendt était juive allemande. Donc, Hans Jonas, lui, il a été complètement marqué, sa pensée a complètement été marquée par Hiroshima, Nagasaki. C'est punaise, quoi. On est en train de développer des technologies qui ont un pouvoir destructeur inégalé. Inégalé.
On peut, et puis voilà, alors à son époque, c'était avant le GIEC, c'était avant le GIEC. Donc il nous parlait de l'humanité a le pouvoir de se suicider. De plus en plus, et de plus en plus demain encore, l'humanité aura le pouvoir de se suicider. Ce pouvoir-là est gigantesque et donc à cela doit s'accompagner, d'une responsabilité à la hauteur de ce pouvoir. Alors, on reproche à Jonas de créer un immobilisme de l'action. Hein, ouais, du coup, Hans, si on t'écoute, on ne doit plus développer les technologies. Toi, le nucléaire, on n'aurait jamais fait si on t'avait écouté. Il ne dit pas ça. Il dit, agis de telle sorte que les effets de ton action ne soient pas destructeurs pour l'humanité, en gros. Agis pour connaître au maximum les conséquences de tes actes. Parce qu'en fait, il nous dit non seulement on est en train de développer des trucs qui ont un potentiel destructeur, mais en plus, on ne sait même pas évaluer aujourd'hui le potentiel destructeur des trucs qu'on est en train de mettre en place. C'est le problème du réchauffement climatique. Hein, c'est en gros, on développe, puis merde, en fait, si ça augmente de je sais pas combien de degrés, ça pourrait juste tous nous niquer. Voilà, on en est là, quoi. Donc, on ne sait même pas la probabilité d'occurrence du truc, surtout au début du développement de la technologie. Mais du coup, il nous dit, fais tout pour savoir. Donc, en fait, Jonas, c'est heuristique, c'est quoi? C'est une invitation à la connaissance. Puisque potentiellement on a le pouvoir de s'autodétruire, on a le pouvoir de suicider l'humanité, fais tout pour que ça n'arrive pas. Et notamment pour que ça n'arrive pas, blinde-toi au niveau de tes connaissances. Avant de mettre en place une technologie, assure-toi d'avoir mis suffisamment de garde-fous pour que cette technologie elle soit bénéfique et pas maléfique. On a une responsabilité par rapport aux générations futures. Ça, c'est un gros... souvent, la responsabilité en philo-morale avant Jonas, c'est dans l'immédiat. C'est les conséquences immédiates de nos actes. C'est si je frappe quelqu'un, je suis responsable du mal que je lui ai causé, de la douleur que je lui ai causée. En gros, toutes nos technologies, les OGM, qui finalement ont un impact sur la santé ou sur l'humain, un impact potentiel et inconnu à l'heure actuelle, eh bien faisons le maximum pour connaître cet impact et éventuellement prendre les mesures nécessaires à ce qu'il ne soit pas destructeur. Donc ça peut s'appliquer à plein de questions actuelles. Et du coup, on a Paul Ricoeur. Ricoeur, en fait, c'est un penseur quelque part un penseur de la synthèse. C'est un penseur qui est très érudit et qui donc il concilie une pensée d'Aristote avec une pensée de Kant. Il concilie, en fait, c'est un conciliateur de point de vue. C'est quelqu'un qui fait des synthèses, quoi, en gros, je ne sais pas le dire autrement. Et donc, qui nous donne quelque part une réponse dans le juste milieu entre volonté et déterminisme, entre liberté et déterminisme. Il nous dit, finalement, il n'y a pas de liberté sans cadre. Et en même temps, la liberté, elle dépend notamment de notre volonté. Notre volonté, elle est cadrée, et en même temps, notre volonté nous témoigne de notre liberté. Donc, en gros, pour Ricoeur, j'ai une liberté individuelle, et quand je veux faire quelque chose, je manifeste ma liberté. Sauf que la volonté elle-même est cadrée, notamment par des motifs et des motions. Alors c'est quoi? Un motif, c'est une raison pour laquelle je décide. Je mets en place des actes parce que j'ai des motifs extérieurs. J'ai des raisons d'agir extérieures. L'émotion, c'est plus intérieur. Justement, c'est des raisons d'agir, mais en même temps, c'est mes propres émotions. Mes propres émotions, entre guillemets, je ne les contrôle pas. C'est si je suis en colère, je vais peut-être poser des actes qui me dépassent. Souvent, d'ailleurs, on pourrait questionner d'ailleurs ça.
le fait que des crimes conjugaux, la peine va être moindre que par rapport à des crimes non passionnels, entre guillemets, parce qu'on va estimer justement que l'émotion et la perte d'un être cher sont des circonstances atténuantes. Et donc la personne n'était pas totalement en position de ses moyens, en pleine possession de ses moyens. Elle n'a pas vraiment décidé, entre guillemets. D'accord? Parce qu'elle était complètement submergée par son émotion. Donc, motif, quelque chose d'extérieur pour lequel j'agis. Motion, quelque chose d'intérieur qui préformate donc mes sensations, mes émotions. Hein, typiquement, derrière motion, vous pouvez retenir émotion, quoi. Ça me met en mouvement d'une certaine manière. Et ça fait que, typiquement, tous mes actes, toute ma volonté n'est pas reine. Quand on est rationaliste, siècle des Lumières, on se dit la raison, c'est la reine de tout. Hein. En fait, nous sommes des êtres de raison. On est peut-être, avant d'être des êtres de raison, on est des êtres d'émotion. Nos émotions donnent quand même une direction dans laquelle nous agissons. Et puis, il y a des choses auxquelles on doit consentir. Il y a 3 choses auxquelles on doit consentir, selon Ricoeur: le caractère, l'inconscient et la vie. C'est-à-dire que j'ai beau pouvoir décider des choses avec ma volonté, je ne décide pas de mon caractère. En gros, on a des petits déterminismes. Alors, on peut, c'est pas pour autant que, voilà, par exemple, je prends un exemple pour illustrer Ricoeur, hein, ça ne veut pas dire que je suis totalement d'accord avec lui, mais donc, je me sens quelqu'un comme étant plutôt angoissé. Voilà, j'ai l'habitude d'avoir réagi de manière angoissée. Ça ne veut pas dire que je vais toujours fuir par rapport à l'adversité. Donc, ça ne veut pas dire que je ne peux pas vouloir agir autrement que de manière angoissée, que je ne peux pas faire preuve de courage. Et en même temps, ça fait partie de mon caractère, et donc je vais voir faire avec. Je fais avec mon caractère. C'est pas parce que j'ai un caractère coléreux que je vais nécessairement me mettre en colère tout le temps pour les mêmes situations. Comme Sartre le dirait, je pourrais gérer ma colère autrement. Je peux demain je peux décider demain d'agir autrement que comme un coléreux. Je peux ne pas me laisser totalement déterminer par mon caractère, en gros. Mais mon caractère, je dois quand même faire avec. Il y a l'inconscient. Alors l'inconscient, c'est une notion qui est de plus en plus remise en question, hein, qu'on pourrait relier à mon sens plutôt à l'émotion, au motif. Donc en gros, il y a tout un océan de choses que je ne décide pas consciemment, en tout cas, purement rationnellement, et qui donne une direction de nouveau à comment j'agis. Et donc ça aussi, je dois faire avec. Et puis il y a la vie. En gros, je n'ai pas décidé d'être né et je ne décide pas d'être mortel. Je peux plus ou moins décider du moment potentiellement. Donc je peux décider dans ce cadre, donc qu'est-ce que je fais de ce cadre qui m'est donné? C'est-à-dire qu'est-ce que je fais entre ce point A et ce point B? Mais ce point A et ce point B, le fait qu'ils existent, je ne l'ai pas décidé. Je n'ai pas décidé d'être vivant, je n'ai pas décidé de la vie, de ma vie. Maintenant, je consens, je fais avec. Voilà, donc je consens, ça veut dire je fais avec mon caractère, mon inconscient et ma vie. Par ailleurs, parfois j'ai des motifs qui me poussent à décider, ou bien un motif, ça pourrait être, cette personne-là a fait du mal à mon petit frère, et donc je vais lui mettre un poing dans la gueule. C'est un motif. J'ai un motif, une motivation, une certaine motivation à décider d'une certaine manière, qui font que s'il n'avait pas fait du mal à mon petit frère, jamais j'aurais levé la main sur quelqu'un. Ma volonté n'aurait pas été celle-là. Donc il y a bien des éléments extérieurs qui font que on agit parfois, notre volonté n'est pas pure à 100% indéterminée. Bon, des fois, elle suit des motifs, d'émotions. Alors j'ai écrit un article
purement sur qu'est-ce que le qu'est-ce que l'existentialisme. Donc voilà, si vous voulez réviser ça, eh bien il y a un article vraiment détaillé. Dans votre syllabus, c'est détaillé aussi, hein, mais voilà, là je reprends vraiment le concept d'existentialisme avec tous les penseurs que nous venons de parcourir aujourd'hui. Voilà, merci beaucoup.